ont mis dans un taxi pour quitter la maison. Déjà, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Par exemple, notre maison, depuis 4 ans, on savait que notre voisin, il a dit la dernière fois quand il était là-bas, il n'y a que les photos de mon père et de ma mère par terre. C'est tout. Madame Souad Nana, bien sûr, nos condoléances, mais vous avez récemment perdu vos parents à l'étranger alors que vous n'étiez pas auprès d'eux. Où est-ce que vous les avez perdus? C'est en Arabie Saoudite. Ils ont passé des moments douloureux. Ils sont venus ici aux Émirats. Malheureusement, ils ne peuvent pas rester parce qu'ils n'avaient pas carte de séjour. Donc, ils sont allés, on les a envoyés en Égypte pour 8 mois. Et puis aussi en Égypte, ils ne peuvent pas continuer. Il n'y a pas ils n'ont pas de résidence là-bas. Donc, ils sont quittés pour l'Arabie Saoudite et malheureusement, ils sont morts les deux en Arabie Saoudite, loin de leurs enfants, loin de leur maison, loin de leur pays, loin d'Alep, loin du tout. Est-ce que c'était un accident? Non, non, pas du tout, non. Mon père était malade, mais ma mère, à cause qu'elle a perdu, à cause du douleur, chagrin, chaque jour, toujours elle pleure, elle a perdu tout. Oui. Et le reste de vos frères et sœurs, vous avez combien de frères et sœurs? Nous sommes 12. Avant la guerre, 8 étaient en Alep. Aujourd'hui, c'est 4. Se sont dispersés ailleurs, en Malaisie, en Égypte, en France, aux Émirats. Madame Nana, qui a attaqué votre maison à Alep? On ne sait pas, soi-disant l'armée libre. On ne sait pas. Ou bien le régime. Oui. Le régime syrien, peut-être, parce qu'il a été bombardé, puis a été envahi. Donc, premièrement, a été bombardé par, je crois, l'armée syrienne, et puis a été envahi par l'armée libre, soi-disant l'armée libre. Vous, en tant que Syrienne, quelle est votre analyse de la situation? Je ne sais pas, c'est le jeu international sur le terrain syrien. Est-ce que vous êtes témoin des exactions de Daesh en Syrie? Est-ce que votre famille vous a raconté ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire quoi? Daesh? Non, non. Daesh était sur les... C'est-à-dire c'est pas à Alep même. À votre avis, est-ce qu'il pourrait y avoir de solutions proches pour la situation? Non, non, je ne crois pas. Je crois que c'est pas avant de 10 ans. Je sais que c'est difficile, mais à votre avis, qui a tort? Est-ce que le régime syrien doit rester ou il doit quitter? Je crois qu'il doit quitter. Mais vous avez énormément d'ethnies, Madame Souad Nana, vous avez énormément de différences religieuses. À votre avis, est-ce que sa présence est susceptible de régler les choses ou il doit absolument quitter pour que les choses se règlent? C'est-à-dire que ce n'est pas totalement le régime syrien. Toujours, il y a toujours différence entre le régime et le gouvernement. Le gouvernement, bien sûr, doit rester, mais le régime qui ont la cause à cette tragédie, à cette malheur, doit quitter. Oui. Eh bien, Madame... mais on ne choisit pas, bien sûr, on ne choisit pas Daesh ou Jabhat al-Nusra. Et enfin, est-ce que vous avez des nouvelles de vos frères qui se trouvent à Alep? J'ai 4 sœurs là-bas, donc il n'y a pas d'électricité pour 3 mois. Donc,
se sont là-bas parce qu'ils n'avaient pas le moyen de quitter la Syrie, c'est tout. Ils n'avaient pas le moyen de quitter d'Alep. Eh bien, Madame Souad Nana, vous résidez à Dubaï. Je vous remercie pour être avec nous aujourd'hui. Nos condoléances et on souhaite vraiment que les choses s'améliorent pour vous. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les propos de Madame Souad Nana? Oui, c'est-à-dire ça c'est un cas humanitaire, mais un cas qui est envié par des millions de Syriens qui sont à l'intérieur, qui ne peuvent pas se déplacer. Ce qui jette la lumière sur l'ampleur de la catastrophe. Ça c'est, comme vous avez dit, la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. La communauté internationale, elle doit réagir. Je crois que les ONG égyptiennes, elles doivent réagir parce que nous étions un seul pays de 1958 à 1961. On a fait la guerre de 73 ensemble. Et il y a beaucoup de liens de fraternité avec l'Égypte. Je crois qu'aussi les pays arabes, ils ont un devoir. Et il faut comme ça a été mobilisé par les réseaux sociaux pour Madaya. Madaya, ce n'est qu'une partie. C'est un modèle à répétition. Donc, il y a 4,5 millions de Syriens qui sont assiégés. Ils sont des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de services, il n'y a rien. Pour parler des protagonistes et des acteurs internationaux, il y avait la Syrie, il y avait la Russie qui soutenait et qui soutient toujours le régime de Bachar el-Assad. Les États-Unis étaient vraiment réticents et ont pris énormément de temps avant de lancer des appels et ils ont dit des choses passives telles la situation doit se calmer et puis leur position n'était pas claire. À votre avis, ces deux acteurs importants, comment évaluez-vous leur situation? Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Comment se fait-il que les Américains ils entraînent des Syriens qui sont supposés être de l'opposition et payer des sommes énormes pour former ces gens-là et leur donner de l'armement sophistiqué? Cet armement sophistiqué passe dans les mains de Daesh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis les Français, ils attaquaient Daesh en Irak, mais pas en Syrie, parce qu'ils croyaient qu'en l'attaquant en Syrie, en affaiblissant Daesh, il y a le régime syrien qui va se consolider. Ben, il n'y a pas une stratégie commune, il n'y a pas, parce que maintenant, l'entrée de la Russie dans la crise, avec l'Iran qui est en ligne, et maintenant, ça ne fait que compliquer la situation, parce que si la Russie, elle attaque Daesh, et puis la Turquie, elle fait descendre un avion russe, elle ne peut pas faire descendre cet avion sans le consentement de l'OTAN. Ça, c'est clair. Alors, il n'y a pas de cible définie, il n'y a pas de définition de il n'y a pas une vision. Alors ça, c'est vraiment, ça devient un bourbier, tout le monde est perdu dedans, parce qu'il y a tellement d'acteurs, tellement de guerres de procuration, que les gens, ils sont perdus. Mais je crois que, malgré tout, il faut, ça c'est un régime qu'il faut qu'il tient à peine, parce que les gens, et le régime, et l'armée, et les rebelles, tout le monde est à bout du rouleau, tout le monde est au bout du souffle. Et avec les conditions météo, avec l'hiver, tout le monde vraiment est esquinté. Mais il faut trouver une solution qui soit globale, une solution holistique pour, premièrement, soulager les populations. Les populations, elles sont souffrantes et ça fait 5 ans qu'elles souffrent. Et ça devient vraiment au-dessus les humains, ils ne peuvent pas supporter ça, ça ne peut pas endurer. Mais moi, je crois personnellement qu'on ne peut pas destituer le régime ou le président syrien avant de trouver un substitut. Il faut qu'on ait quelqu'un qui est à la tête, parce que, vous savez ce qui s'est passé en Libye. En Libye, on a fait l'intervention de l'OTAN et puis on a laissé les Libyens à leur sort. Ce qui fait que chaque arrêt de bus, vous avez une brigade armée. Donc, ils se disent ce sont des rebelles, des révolutionnaires. Alors, le régime syrien, ça c'est un régime bassiste qui est vraiment un régime autoritaire et qui a une poignée de fer, mais il faut conserver l'entité de la Syrie, parce que si le pays s'effrite, s'il éclate, ça sera vraiment un désastre. L'Europe, elle est débordée maintenant avec tous les migrants qu'il y a. Il y a 1 million de migrants qui sont allés en Europe
en 2015. Mais il faut faire attention parce que le 1 million de réfugiés qui sont allés en Europe, ils ne sont pas tous des Syriens, c'est seulement 57% des Syriens. Les 57% de Syriens, 24% d'Afghans, 10% d'Irakiens et le reste sont des nationalités différentes. Alors, je crois que l'Europe, elle est submergée par ce flux. Elle ne peut plus, du point de vue des capacités matérielles, elle ne peut pas supporter de plus. Et ce qui incite à trouver vraiment une solution, mais une solution qui soit globale. Parce que on ne va pas renverser Bachar el-Assad pour mettre à sa tête les représentants de Al-Qaïda. Je ne crois pas que ça, c'est quelque chose. Mais si on insiste à répéter le même scénario qui a été exécuté en Libye, on trouvera, ce sera vraiment une catastrophe parce qu'il y a à proximité Israël. Et Israël, malgré tout, elle ne s'est pas abstenue d'intervenir et de tuer Samir el-Kantar. C'est juste jeter plus de l'huile sur le feu. En plus, il y avait eu des pourparlers avec toutes les factions, les rebelles. Ils ont eu une réunion à Riyad. Il fallait qu'ils aient une autre réunion prochainement en Autriche. Mais il y a Zahran Alouche, qui est le commandant de Jaish al-Islam, qui a été tué. Alors, et puis en plus, on ne peut pas faire des négociations de paix sans la présence et de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Maintenant, avec la crise diplomatique qu'ils ont, ça ne fait que compliquer, qu'envenimer la situation. La situation devient trop complexe. Et en plus aussi, les rebelles, l'opposition du régime de Bachar el-Assad, ils n'ont pas un dénominateur commun. Ils n'ont pas vraiment quelque chose qui les unit. Eh bien, pour parler de paix, émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a assuré vouloir toujours entamer le 25 janvier à Genève les pourparlers de paix, à l'issue d'une première réunion préparatoire à Genève avec des représentants de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut dire que le Conseil de sécurité soutient un ambitieux plan de paix sur 18 mois en Syrie, passant par une solution politique négociée pour mettre fin à près de 5 ans de guerre civile qui a tué plus de 260 000 personnes et en a poussé 4 millions d'autres à fuir le pays. Nous allons discuter ce point en détail avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mohamed El Nouali. Mais avant, on vous invite à suivre ce compte rendu.